Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, un nouveau portrait, celui du chef Claude Bosi. Alors voilà le off de cette rencontre, car ça fait des mois, 1 an presque qu'on essaie d'organiser ce rendez-vous qui au début devait avoir lieu dans son restaurant à Londres. Et oui, Claude Bosi est le chef du restaurant bien nommé Bibendum pour lequel il a décroché 2 étoiles. Et moi, quand on m'a parlé de lui, forcément, ça a éveillé ma curiosité. Pourquoi Londres ? Oui, car les racines du chef sont lyonnaises. Et c'est pas un chef qui a voulu récemment se diversifier en ouvrant une 2e adresse en Angleterre, non. Ça fait des années qu'il travaille là-bas. Et avant, il était dans la campagne anglaise. Et là, déjà, il avait décroché 1 étoile et dans un village. Bon, ouais. Moi, à ce stade-là, j'ai déjà envie de me retrouver face à lui pour savoir pourquoi tout ça. Donc ça a pris des mois et finalement, c'est lui qui a profité d'un passage à Paris pour s'installer devant ce micro. Et pour finir de tout vous dire, c'est dans la salle de l'étage au Lyonnais qu'on s'est retrouvés. Je les remercie au passage pour leur accueil. Et voilà ce que j'ai dit au chef quand je l'ai retrouvé dans ce restaurant. Je lui ai dit que cette salle, j'y avais déjeuné. Et je me rappelle très bien de ce moment-là. Dans cette salle, j'y ai fait des interviews, celle de Marie-Victorine Manoa. Je lui ai dit donc que cette salle, elle avait quelque chose qui faisait rejaillir l'émotion. Et ben devinez quoi ? La magie de cet endroit a encore opéré. Moi je suis David Ordonneau, vous écoutez Chef, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de celles et ceux qui écrivent chaque jour notre gastronomie. Et vous voilà donc prêt à entendre celle de Claude Bosi, un homme solide, très grand, qui a bâti une carrière outre-Manche avec une grande détermination, qui fait briller l'héritage culinaire français chez nos amis anglais depuis près de 30 ans maintenant. Un chef au grand cœur, qui très souvent sourit. Voici l'histoire de Claude Bosi. Si vous devez décrire votre cuisine aujourd'hui, ou l'endroit où vous vous trouvez en tant que chef, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'exprimer, si on devait prendre une photo de vous aujourd'hui, on verrait quoi sur cette photo de ce qui vous caractérise, de ce qui caractérise votre cuisine ? Vous auriez envie qu'on voit quoi, en tout cas d'aujourd'hui, de ce que vous êtes ? Je crois que c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Sur tous les interviews qu'on peut faire, une question comme ça est jamais très facile. Donc je dirais que c'est une cuisine honnête, qui a une approche très personnelle. Mais je crois qu'honnête, c'est la meilleure façon de la décrire. C'est quoi l'honnêteté en cuisine ? C'est que ça correspond à l'intention ? L'intention, le respect du produit, une cuisine qui me fait plaisir à moi d'abord, par rapport à essayer de faire suivre une mode ou alors faire plaisir aux clients. C'est vraiment une cuisine que j'aime manger, que je veux faire pour moi. Et par rapport à ça, on essaie de faire plaisir aux clients. Donc je pense que c'est une cuisine. Si ça me représente moi-même, ça va être une cuisine qui s'en fout un peu des avis. C'est une cuisine qui va être, si vous venez chez moi, je vous fais à manger. Enfin, c'est le cliché, vous voyez, vous venez chez moi, je vous fais à manger. Mais c'est vraiment sur cet esprit-là. Et ça fait 25 ans que je le fais, et voilà, j'ai jamais été un fan de trend, ce qu'ils appellent suivre les fashions. Je pense que c'est une réussite pour une catastrophe. Donc, je pense que c'est une cuisine honnête, qui s'en fout des avis. Qui vous ressemble. Voilà. Comme ma femme vous le dirait, Claude, il s'en fout vraiment de ce que les gens pensent. Et je pense que c'est la même chose au niveau de la cuisine, au niveau de mon approche. Mais un très grand respect pour les clients. Donc, énormément de respect et vraiment être humble, parce que je pense qu'on a une chance énorme d'avoir des gens qui viennent tous les jours chez vous et qui vous donnent ils ont travaillé pour faire cet argent et qui nous le donnent. Donc, je crois que faut prendre ça très, très, très sérieusement. C'est pour ça que je suis un peu difficile, mais c'est la façon que je le vois. Mais alors racontez-moi ce qui vous fait plaisir à vous en cuisine, parce que si vous vous dites que vos marqueurs, vous parlez d'honnêteté, mais on se parle d'authenticité finalement, de ce qui vous ressemble, de ce qui vous est proche, une cuisine qui vous ressemble, vous le dites. Oui. C'est quoi la cuisine qui vous fait plaisir à vous ? C'est une cuisine qui va me faire sourire, où je vais finir avec un bout de pain, alors le doigt dans l'assiette. Ça, c'est une cuisine. Et quand je fais des plats au restaurant, c'est la même chose. S'il me faut pas un bout de pain pour finir l'assiette, c'est pas le bon plat. Et voilà, ça vient de la générosité, la gourmandise, Mais ça peut être un plat très simple, quand je parle de gourmandise et générosité. C'est pas nécessairement très riche, mais c'est une cuisine qui va vous ramener peut-être un peu de nostalgie. Des plats que vous avez goûtés il y a très longtemps. Oui, hier soir, j'ai mangé une crème brûlée magnifique au Sancerre dans le 7e. J'avais pas mangé une crème brûlée comme ça depuis très longtemps. Et voilà, c'est ça. C'est magnifique.
si on remonte au plus ancien, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble l'environnement dans lequel vous avez grandi? On est où? Il y a qui? Et ça ressemble à quoi? Mes parents avaient un petit bistrot sur Lyon. Donc, ils ont acheté le bistrot, j'avais 8 ans, je crois. Par envie d'avoir son entreprise, d'avoir leur entreprise? Voilà, mon père il avait une compagnie de maçonnerie. Il faisait ça fait quelque chose de complètement différent. Et je crois que par rapport à son business, ils sont arrivés à un moment dur et ma mère peut cuisiner. Ma mère cuisine très bien. Et ils se sont dit, pourquoi on n'ouvre pas un bistrot? Et cette idée de plat du jour, ma mère allait au marché, elle nous emmenait à l'école le matin, elle allait faire son marché, elle revenait, elle faisait un plat du jour. Ça me fait marrer parce que là où on est, ces murs jaunes, c'était tout à fait ce qu'on avait à la maison par rapport aux cigarettes le matin. C'est vraiment le tabac, tout à fait les murs. Ouais. tout à fait. On n'avait jamais mangé à la cantine à l'école. On demandait à rester à l'école pour manger à la cantine avec les copains, mais on revenait à la maison, on mangeait. Les parents, ils voulaient pas. Non, on mangeait sur le bout au coin du fourneau, mais c'est vraiment. Ma mère avait un plan de travail avec mon frère. On mangeait sur un tabouret au coin du. Quand on avait fini, on allait débarrasser les nappes en papier, nettoyer les cendriers avec les serviettes en papier. Tu vois, c'est cet esprit de. Et j'ai adoré ça. C'est génial parce que ça raconte quelque chose aussi dans leur mouvement à eux déjà, même sans parler de l'éducation. C'est un couple qui se lance de manière autodidacte, avec une cuisine, j'imagine, ménagère améliorée finalement. Un seul plat du jour, on est dans une cuisine un petit peu du quotidien, certainement gourmande, peut-être un peu roborative, parce que quand on a un plat du jour, il faut que ce soit un plat qui nourrisse ceux qui viennent... En plus, bon, le bistrot de quartier, mes parents avaient des éboueurs aux gens qui travaillaient dans les bureaux. Donc, c'était vraiment un esprit complètement familial. Le vin arrivait, c'était le vin maison sur table, buvez à ce que vous voulez, on verra après ce que je vous charge. C'est dans cet esprit-là. Normalement, il y avait 2 entrées, un plat, un dessert, un fromage. Mais c'était une super bonne cuisine. Maintenant, est-ce que j'ai voulu devenir cuisinier à cause de ça? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est l'idée de cette authenticité, de cette honnêteté, d'une cuisine qui vient telle qu'on est finalement. C'est ça, c'est le geste de votre mère. En l'occurrence, tout à fait. Et saisonnier au maximum. Ouais. Fin de l'épisode. C'est bon, on a tout compris. Voilà, tu vois, saisonnier au maximum. Tu vois, c'était un point où elle allait au marché, je me rappellerai toujours, elle allait au marché le matin, elle allait chercher son sac de baguettes ou de flûtes à la boulangerie. Après, elle allait au boucher, au verger, au légumier. Et c'est fait comme ça. Et elle a dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et des trucs sympas, très sympas. Elle faisait les casse-croûtes le matin, elle faisait le foie de veau ou des tripes ou des trucs vraiment super. Ouais, j'ai eu énormément de chance. Et du coup, à cet âge-là, vous dites que l'idée de la cuisine n'est pas encore là. Comment ça se passe? Vous rêvez de quoi pour vous plus tard? Quand j'ai décidé de partir en cuisine, c'était un coup de bluff. Ah bon? Ouais. J'étais à l'école et... Même pas cap. Si, j'y vais. Non, c'était un peu comme ça. J'étais à l'école à 16 ans, j'en avais marre. J'ai jamais été très fort à l'école. Enfin, j'étais assez fort pour passer juste ce qu'il fallait faire, mais pas plus. Et le principal appelle mes parents et en disant, voilà, votre fils peut aller en 3e, mais on ne le veut plus dans notre école. Ok. Donc, mon père va à l'école, ils font ce rendez-vous et dans le bureau, je dis à mon père et au professeur, je dis, je veux plus aller à l'école. Et mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vous aviez prévu le coup là ou c'est venu spontanément? Non, la façon que le professeur parlait à mon père, je me suis dit, attends, je veux plus aller à l'école. Avec goutte d'eau. Voilà. Et mon père me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, j'ai dit, je vais faire cuisinier. Moi, dans ma tête, on était au mois de juin, je me suis dit, je vais passer juin, juillet, août, septembre, tranquille à la maison, dehors en vélo, s'amuser. Et mon père, il était sûr, parce que tu nous vois bosser, tu vois ce qu'on fait, tu vois, c'est pas facile. Il dit, non, je veux le faire. Et on rentre, il dit à ma mère, ton fils, il veut être cuisinier. Ma mère, elle a dit, mais t'es barjot, quoi, tu vois pas comment on travaille. J'ai dit, non, je veux faire ça. Elle dit, ok. Mais mon père m'a toujours dit, mais si tu commences, tu finis. Tu sais comment je travaille. C'est pas juste pour faire ça pour 6 mois et tu trouves autre chose. Et j'ai dit, non. Je me suis dit, bon, j'ai mon été classé, j'aime bien m'amuser. 2 semaines après, il m'a trouvé du boulot. C'était un peu naïf, si je peux me permettre. Tout à fait. Mais bon, c'est l'âge, c'est normal. Tout à fait. 2 semaines après, il m'a trouvé un boulot. Il m'a mis dans une brasserie sur Perrache, en étant de Lyon, une brasserie sur Perrache qui s'appelait la brasserie du TGV. Un copain, lui, qui avait cette brasserie. Et j'ai eu de la chance de tomber avec un chef extraordinaire qui avait son restaurant avant en dehors de Lyon avec une étoile et des problèmes de santé, il a été obligé de vendre et sa femme a des problèmes de santé, ils ont été obligés de vendre. Il s'est retrouvé et il m'a pris sous son aile. Et j'ai fait 1 an, c'est un pré-apprentissage. J'ai fait 1 an avec lui
Il faut que vous me racontiez parce que là, on est parti d'un adolescent qui a une petite un sursaut d'audace et qui dit je vais faire cuisinier et puis Tout à oui je fait. vais tenir à celui qui va découvrir une réalité. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment quand vous découvrez la réalité de cette cuisine-là parce que c'est la première fois. Alors vous avez celle de vos parents, mais voilà c'est la première fois où vous vous décalez professionnellement dans un autre environnement. Vous voyez quoi? Parce que vous auriez pu vous dire oh là là, oh là là. C'était pas facile, mais il y avait ce groupe de copains et je me suis mis dans ce groupe tout de suite. Donc en tant d'adolescent, bon, mais j'ai toujours eu cette vision de bosser dur parce que mes parents bossent dur. Donc à mon avis, ça a jamais été une question. Ouais, c'était pas un sujet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe la vie. Il faut bosser. Donc j'ai toujours bossé un peu dans cet esprit-là. Et puis je me suis entendu avec les gens bien tout de suite. Et c'est comme ça que je suis décidé à rester. Et puis vous voyez, quand vous êtes adolescent, vous êtes un peu un branleur, faut être franc. C'est pas. Donc il a pris soin de moi et j'apprenais des choses nouvelles, faire un feuilletage. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier travail, mais je me rappellerai la première fois que j'étais au fourneau avec lui, mon boulot, c'était de faire des timbales de riz retourner dans l'assiette. Mais c'était Magique. magique, mais sûr qu'il y avait assez de beurre. Faut que ça se décolle mais que ça reste Tout à fait. ouais. Mais sûr c'était bien tassé. Un truc extraordinaire. J'ai adoré. Qu'est-ce qui tilt quand vous dites j'ai adoré parce qu'on voit encore dans vos yeux là cette lumière qui s'allume là. Qu'est-ce qui fait que selon vous, vous vous dites à ce moment-là, waouh, il y a quelque chose que j'adore. Il y a ces timbales, on en parle, c'est fascinant cette magie d'arriver d'un produit et d'une matière brute à quelque chose de fini, de dressé. Qu'est-ce qui, parmi tout ce que vous avez vu, selon vous, vous a fait dire et aujourd'hui encore, quelques années après, j'ai adoré. Faire partie d'une équipe. Je suis d'une famille italienne où on est très protégé en tant qu'enfant. Vous pouvez rester dans votre famille jusqu'à 25 ans. Hein. Votre mère va quand même vous faire votre vaisselle, vos linges, vous faire votre lit. Moi, je suis parti de la maison très tôt, mais je voulais aller faire les marchés avec des copains. Leur mère avait le marché. Mon père m'a toujours dit, tu auras le temps de travailler, amuse-toi, fais-toi plaisir. Donc, j'ai jamais vraiment eu cette occasion de faire quelque chose. Pas important, mais si c'était important en fait, parce que cette dariole de riz était très importante. Et quand quelqu'un vous donne ce trust, cette believe, vous vous sentez OK. Ouais, on vous fait confiance, Voilà. On vous donne du crédit. Voilà, tout à fait. Ouais. On vous donne un peu de crédibilité et on vous dit on a besoin de toi. Donc tu te sens à l'école, c'était toujours ceux qui veulent bosser devant, ceux qui veulent rien foutre derrière et laissez-nous tranquilles. Là d'un coup, on est considéré. Et voilà. Et ça m'a plu tout de suite. Et j'ai bossé dur pendant 1 an, pas être payé. Mais c'était même pas une question d'argent parce que mon père m'a toujours dit je viens d'une famille où ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, ils en ont toujours pas beaucoup. Mais mon père m'a toujours dit, si tu mets une graine dans le sol maintenant, un jour ou l'autre, tu récupéreras ton fruit si tu travailles comme il faut. Et j'ai travaillé dans cette façon. Et on est parti et j'ai fait cette année. Et après, à la fin de l'année, le chef m'a trouvé une place au Léon de Lyon avec Jean-Paul Lacombe. Un 2 étoiles. Je vous êtes franc, j'avais jamais entendu parler du Michelin. Moi, j'avais 15 ans. Je faisais du BMX mes week-ends. J'avais jamais entendu parler du Michelin. Et à cette époque-là, il fallait faire un apprenti. On est dans quelle 88. Ouais, je suis 72, 88. Mais il fallait faire un essai en tant qu'apprenti. Mais là, on monte d'un step, d'un niveau, là, pour le coup. Là, c'était une brigade, c'était tout le monde en toc, c'était... Mais pareil, je me rappelle rentrer dans cette cuisine après faire mon essai et l'odeur des herbes fraîches dans le frigo quand vous rentrez. J'avais le chef de partie, c'est lui qui préparait les viandes. C'était encore cette génération où les viandes étaient préparées l'entremets. Il s'appelait Claude comme moi. Donc il m'avait appelé un autre nom, je m'appelais Franck. Parce que comme ça, il n'y avait pas de confusion. Mais ça m'allait très bien. Et c'était vraiment magique. Vraiment magique. Mais pareil, dur en tant qu'apprenti au Léon de Lyon. Et M. Lacombe a été quelqu'un de magnifique. Des produits. J'avais jamais vu un artichaut. Vous voyez, à 16 ans, vous voyez pas un artichaut, une betterave. L'artichaut dans la cuisine italienne, normalement, tout à fait, mais c'est dans la cuisine italienne, oui, mais dans la cuisine lyonnaise, il y en a pas beaucoup. Il y a eu un filtre. Tout à fait, oui. Les artichauts Lucullus, on les faisait pas, donc c'était pas vraiment, c'était pas des produits qu'on voyait souvent. Ouais, donc là, il y a une splendeur de tout ce que vous voyez, quoi. Une découverte. Et la dureté, elle s'exprime comment dans la... Ok, il y a des horaires, j'imagine, peut-être de l'exigence. L'exigence, quand vous avez 15 ans ou 16 ans, c'est pas quelque chose que vous apprenez en dehors de vos parents. Les heures, d'avoir des copains qui ont le même âge que vous et quand vous allez bosser, ils vont s'amuser.
Ça, c'est pas facile à 15-16 ans. C'est pas facile. C'est la vie. Hein. Décalage complet. Tout à fait, décalage complet. Ouais. Mais pareil, on faisait partie d'une équipe. Je faisais partie d'une équipe. Comme je bossais, les gens prenaient soin de moi et j'ai adoré ça. Et après, c'était encore une époque où, de là, quand vous partez, vous écrivez encore des lettres pour aller dans d'autres maisons. Ouais, c'est ça. C'était encore cette époque-là. Et vous avez des lettres, vous attendez des retours et puis... Quand c'est comme ça, vous êtes chez vos parents, vous rentrez Non, mes parents avaient décidé de partir de Lyon et ils ont acheté un routier qui était juste en dehors de Lyon. Ah ouais. Donc je restais plus à la maison, je restais chez ma grand-mère. C'était parfait. Ouais. Je vais être franc avec vous, j'étais le roi du château. Hein. C'était vraiment un truc. Ah ouais, forcément. Vraiment passé 2 ans exceptionnels. Et quand j'ai fini au Léon de Lyon après mon apprentissage. Je me rappellerai toujours quand j'ai appelé mon père et que je lui avais dit que j'ai eu mon CAP. Il y croyait pas. Parce qu'il savait comment j'étais à l'école. Mais c'est le seul endroit où j'ai vraiment bossé dur pour réussir. Pourquoi il y croyait pas? Parce qu'il savait que à l'école, c'était pas mon truc et quand j'ai eu mon CAP, il était très fier, bien sûr. Fierté, ouais. Ouais, bien sûr, mais c'est juste parce qu'il a vu que vraiment je voulais le faire. Et de là, après, j'ai fini au Léon de Lyon. Monsieur Lacombe m'a envoyé chez Michel Rostand à Paris. Là, next level. On revient sur l'esprit de l'équipe et quelqu'un qui va vous prendre en main. Le chef de cuisine qui était très bien, mais son sous-chef, con. On se parle de comportement. Ouais, tout à fait. Une attitude à vous me pousser au lieu de vous aider à monter. Attitude très répandue, hein. C'est dommage parce que ça met des gens, ça sort des gens du métier qui peuvent le faire. C'est ce qui s'est passé avec mon frère. Mon frère voulait le faire et il est tombé dans une maison où, ça s'est passé comme ça. C'était cette vieille façon où vous êtes un apprenti, on vous met la tête sous l'eau. Et au lieu de vous faire monter, de vous faire voir ce que le métier peut vous offrir et vous mettre dedans. Ça s'est pas bien passé et après, je suis rentré sur Lyon. Mais c'est pas rien. Alors, c'est pas rien, parce que vous arrivez à Paris et déjà vous êtes jeune, vous découvrez Paris, vous venez de Lyon. Bon, Lyon, ça reste une grande ville quand même. Ouais, non, mais Paris, c'était... Mais Paris, vous découvrez, Paris, tout seul. Je connaissais personne. Donc, je me rappelle... Fini le roi chez la grand-mère. Ah ouais, j'ai bien une grande claque. Pour le coup, ouais. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, tout à fait, ouais. Une grande claque. C'était vraiment revenu à la réalité. Et puis, avec une réalité professionnelle où c'est difficile. Ouais. Ouais, non, une réalité où j'habitais au 7e étage dans une chambre de bonne. Vous aviez les toilettes dehors, l'évier sur le couloir. Et vous dites quoi dans ces moments-là? Pardon de faire une pause là-dessus, parce que vous partez, vous êtes dans des conditions qui sont... Alors, vous êtes jeune et c'est plus facile d'être endurant quand on est jeune, mais ces conditions sont quand même difficiles. Et puis, vous êtes dans cette maison et il y a un mec qui vous met la tête sous l'eau non-stop. On va au boulot avec la boule au ventre. Enfin, on n'a pas envie de ça, là. Tout à fait. Et pareil, des gens avec qui on travaillait, des copains. On est devenus des copains et on se supporte les uns sur l'autre. Ça s'est passé au bout d'un moment où après, vous avez 18 ans, t'en avez marre. Il faut vous dire, c'est bon, j'en ai marre. Et je rentre. Et je suis rentré sur Lyon. Mais c'est dur comme décision à prendre, j'imagine. Vous savez, mais mon père m'a toujours dit quand j'ai commencé le métier, ta chambre sera toujours là. Et ce niveau de freedom, c'est exceptionnel. Vous savez que vous avez un pied à terre, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez toujours revenir chez vous. Et je crois que c'est la meilleure recommandation que vous pouvez faire à vos enfants. C'est pas l'argent, vous savez qu'on sera toujours là pour vous. Et s'il y a quoi que ce soit, ton lit sera toujours là. Donc, vous avez la freedom. Mais non, 18 ans, vous avez rien à perdre. Vous avez rien, donc vous avez rien à perdre. Et ça vous permet de prendre des risques. Et c'est là que j'ai dit non, je rentre. Comment on part de cette maison quand on a cet âge-là? Ça s'est mal passé et qu'on décide de partir parce qu'on n'est pas d'accord, en fait. Parce qu'on sent que dans ce que vous dites non, en fait, ça non. J'étais pas prêt pour Paris. Voilà.